Bonjour à tous. Merci d'être présents parmi nous pour cette table ronde autour des projets de la data. Comment la data peut contribuer à la résolution de points de douleur de nos clients sur des parcours hôteliers et de transport. Et nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Emmanuel et Nicolas. Alors quelques mots sur toi, Emmanuel. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Emmanuel Latapi, je suis le Data Officer des domaines marketing et commercial d'Air France KLM. Alors, en 2 mots, qu'est-ce qu'on fait au Commercial Data Office dans une compagnie aérienne? On est là pour accompagner l'ensemble des entités métiers sur les projets data, sur l'utilisation de la data, sur la création de valeur à travers la data. Et pour ça, on couvre un spectre qui va de la production de la data. Donc effectivement la gestion des plateformes data clients, en passant par la gouvernance de la data et animer les communautés data des entités métiers sur les sujets de data management, de qualité de la donnée, de conformité RGPD. Et puis la dernière partie de notre activité, c'est l'utilisation de la data avec des data scientists qui vont pouvoir modéliser les comportements clients et permettre de répondre à des questions complexes pour prendre des décisions éclairées. Alors peut-être pour caricaturer, Emmanuel, tu es plutôt un utilisateur de la donnée et puis un utilisateur de solutions qui permettent de gérer cette donnée. Hein. On couvre les deux aspects. On a les solutions sur la partie production et effectivement la partie utilisation. Donc on couvre vraiment l'ensemble des activités autour de la data. Ça marche. Nicolas, toi, tu as peut-être un autre point de vue sur la donnée. Alors moi je suis Nicolas Borel, je suis responsable du business data et analytique chez Amadeus, c'est-à-dire l'exploitation commerciale des données pour que nos clients puissent les analyser et en dériver des enseignements qui vont leur permettre d'améliorer leur offre, de proposer des nouveaux services aux voyageurs et en gros de mieux faire correspondre les attentes des voyageurs à l'offre des différents fournisseurs de services tout au long de la chaîne du voyage. Ça marche. Je vais me tourner vers l'auditoire. Alors peut-être que parmi nous, on a des gens qui te ressemblent, Emmanuel, hein, donc des gens qui sont dans les agences de voyage, des services de transport qui vont utiliser les data. Est-ce que vous vous reconnaissez derrière Emmanuel, hein, donc utilisateur et de solutions data et puis quelque part des personnes qui font des projets data? Est-ce que vous pouvez lever la main si jamais vous vous reconnaissez parmi ces gens-là, des utilisateurs de la data, des utilisateurs de solutions? Oui, d'accord. Très bien. Et de l'autre côté de la barrière, il y a peut-être des personnes qui sont plutôt des startups, des fournisseurs de solutions. Start-up, fournisseur de solutions. Très bien. Alors, aujourd'hui, l'idée, c'est qu'on échange autour de ces problématiques de projet et finalement avoir un langage très, très franc. Hein. On n'est pas là pour vendre nos solutions, on est là pour comprendre et témoigner de notre propre expérience. Hein. C'est ça. Et puis, attendre vos questions peut-être pour nous relancer sur cette expérience. Mais avant ça, Hugues, peut-être qu'on peut camper le paysage. C'est quoi ces points de douleur et qu'ont les voyageurs et comment on les traite aujourd'hui? Ouais, merci Agnotte. Alors effectivement, en guise d'introduction, ce qu'on voulait faire pour vous et pour vous donner un peu de matière, pour vous aider aussi à vous projeter sur ce sujet, on va prendre l'exemple de Marc en fait. Donc Marc, il a 45 ans, c'est un voyageur d'affaires. Donc son quotidien, c'est de se rendre un peu aux quatre coins du monde. Là, à Tokyo, il a un emploi du temps hyper chargé. Il accorde une très grande importance à l'optimisation de son temps. Et donc vraiment, ses besoins clients, ce serait ce besoin d'efficacité, d'être tout le tour connecté à Internet pour pouvoir travailler n'importe quand. Et puis avoir des espaces calmes aussi pour pouvoir passer éventuellement ses réunions. Et donc, comme Yanniot le précisait, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'aller un petit peu à travers le parcours que Marc pourrait avoir, en le séquençant en 3 grands moments. Donc il y aurait l'avant-voyage, le pendant le séjour et puis l'après-séjour. Alors avant avec 2 étapes principales qui sont la recherche et la réservation de ces hôtels, de ces transports. Puis on va détailler juste après quel point de douleur pourrait y avoir à cette étape. Ensuite le trajet aller, donc qui implique tout ce qu'on connaît, l'arrivée à l'aéroport, l'enregistrement, l'embarquement et qui sont autant d'étapes qui peuvent causer des désagréments et des potentiels points de douleur pour Marc.
Ensuite, on a pendant le séjour, donc son arrivée à l'hôtel, l'interaction entre l'hôtel et le client, et puis à son départ, le check-out. Et enfin, le suivi post-séjour, donc comment on entretient la relation avec Marc et comment on fait en sorte que la relation avec le client ne se finisse pas au voyage, mais continue et perdure aussi après le voyage. Alors, on ne va pas passer toutes les étapes, puisque l'idée, c'est surtout de récolter les retours de Nicolas et Emmanuel. Mais rapidement, sur quelques étapes, par exemple, avant le transport, sur la recherche et la réservation, on a des points de douleur qui sont clairs. Souvent, on le connaît tous, on fait face à trop de choix, des choix qui ne correspondent pas à nos profils. Il y a énormément de sites à travers lesquels on doit naviguer. Et donc, il existe aujourd'hui des solutions qui utilisent la donnée pour essayer de faciliter et de répondre à ces points de douleur. On a pour exemple la startup Navan, qui est un système mis en place par Ava et qui est une fonction comme ça tout en un qui, grâce à l'IA, va permettre de mieux traiter les données, mieux consolider toutes les données et qui va permettre sur une seule plateforme de centraliser tous les choix faits par marque et puis toutes les notes de frais et éviter de s'éparpiller à travers plusieurs plateformes et de plus savoir où donner de la tête entre toutes les réservations et tous les hôtels qu'il doit booker. Un autre exemple juste après dans ce parcours, sur le trajet aller, là idem, on a des points de douleur qui sont très clairs. Quand vous arrivez à l'aéroport, que vous soyez un client premium, business comme marque, ou un client, on va dire par exemple pour du tourisme, vous avez l'expérience qui est assez identique pour tous les passagers, avec des temps d'attente à l'aéroport qui sont longs, qui sont fatigants. On peut aussi avoir beaucoup de documents à remplir, certains restent encore des documents papier. Et là encore, donc, il existe des solutions. Je pense à Technis, qui est une start-up qui permet de mieux monitorer grâce à des capteurs les espaces d'attente au sein des aéroports et du coup proposer des solutions personnalisées en fonction de chaque client. Et quand bien même ce temps d'attente est incompressible, on le rend plus agréable et on le rend plus rapide en améliorant l'expérience en aéroport. Ou encore une start-up comme Splio, qui est un mobile wallet, un portefeuille digital qui permet de dématérialiser toutes les cartes et d'envoyer des rappels aux clients pour leur rappeler, je ne sais pas, s'il y a un document qui manque, par exemple sa carte d'identité pour un vol, et on le rappelle de fournir ce document. Et ça permet aussi de soulager Marc, là en l'occurrence, dans son trajet et de le rendre plus efficace et moins contraignant. On passe rapidement, on va peut-être pas faire le pendant, mais peut-être une dernière étape, par exemple l'après, suivi post-séjour. Bon, vous avez compris le principe, là encore des points de douleur. Typiquement, Marc peut avoir eu des imprévus pendant son séjour et ça lui laisse une expérience désagréable s'il sent que ses retours n'ont pas été pris en compte. Et donc il y a aussi un vrai enjeu pour les acteurs de l'hôtellerie du tourisme de faire en sorte que ces points de douleur deviennent un souvenir mémorable et agréable parce qu'on a pris en compte ses retours et on a changé l'expérience pour lui. Et là encore, il y a des solutions comme la startup QEmotion qui permettent d'analyser tous les retours clients sur les différents sites internet et de les consolider, les classer par ordre d'importance et avoir une vision un peu plus claire sur quels sont les avis, les retours qui reviennent le plus fréquemment et ainsi pouvoir comme ça, de manière itérative, améliorer l'expérience qu'on offre aux clients. Bon, c'était surtout une introduction pour vous donner un peu de matière, mais l'idée c'est surtout de vous faire réagir, Nicolas et Emmanuel, sur tous ces points. Parce qu'en fait, là, comme ça, on a l'impression, super, on a plein de points de douleur, il y a toujours une start-up qui répond à la solution, donc ça a l'air génial. Néanmoins, entre le rêve et la réalité, il y a quand même un gap. Et entre cette expérience premium, fluide, exclusive, ultra personnalisée dont on rêve tous, et puis la réalité, il y a des défis qui se posent, de confidentialité des données, d'interopérabilité, d'intégration aussi entre toutes les solutions là qu'on vient de citer. Vous, Nicolas et Emmanuel, comment vous essayez d'intégrer cette personnalisation client à travers les données? Et est-ce que tous ces défis là qu'on cite, ça vous parle quand, dans vos projets, quand vous avez essayé d'implémenter cela? Je peux commencer. Effectivement, on a beaucoup de marques dans nos avions chez Air France KLM, mais pas que. Il y a aussi d'autres typologies de clients et la data permet de les adresser. Tout ce que vous avez présenté, c'est effectivement des priorités d'amélioration et de personnalisation de l'expérience client, des challenges. Alors, je voudrais juste rappeler que finalement, pour une compagnie aérienne et pour Air France KLM, la data, c'est pas quelque chose de nouveau. La première équipe recherche opérationnelle d'Air France, elle a été créée en 1958. Alors, ce n'était pas les mêmes méthodes et les mêmes outils qu'aujourd'hui. Et puis, le principal focus était au début sur l'optimisation de nos ressources, donc du planning de nos équipages, de notre flotte, de notre réseau. Au fur et à mesure de l'avancement des technologies, on a continué dans ce sens-là. Premier référentiel client dans les années 90.
Les années 2000 plutôt autour de la prédiction de la demande, du développement du yield management. Et puis dans les années 2010, avec l'émergence des technologies big data, on a décidé d'investir significativement dans l'enrichissement de la connaissance client et d'adosser finalement à notre référentiel client un outil de vision client 360 qui permettent finalement de casser les silos, de collecter la donnée et de la faire circuler plus facilement dans l'entreprise. Donc c'est quelque chose qu'on a décidé de faire nous-mêmes. Qui nous permet finalement de répondre, j'y reviendrai, à ces différents cas d'utilisation que vous avez rencontrés et que vous avez décrits, et donc d'améliorer finalement l'expérience client de nos voyageurs en allant vers plus de personnalisation. Casser les silos, Nicolas, c'est facile ça? Alors déjà, les silos, il faut les comprendre. Enfin, je veux dire, c'est tout à fait compréhensible. Vous avez cité plein de petits acteurs, des startups qui remportent un certain succès, qui grossissent, et puis qui soit créent un écosystème autour d'elles, soit qui se font acquérir par un autre player. Et dans le cas d'Amadeus, on est habitué à ça parce que nous-mêmes, on croît beaucoup par croissance externe, en plus de notre croissance organique. Donc des silos, on a beau lutter contre, je veux dire, ils sont recréés en permanence. Et j'ai envie de dire, c'est la bonne marche des choses, c'est quelque part sain. Alors, effectivement, c'est problématique parce que ça ne permet pas d'optimiser les offres et puis la connaissance qu'on peut avoir des clients. Donc, on travaille à les casser. Et on va dire, on profite d'événements clés, d'accord. J'en prends un par exemple très clair dans notre cas. On est depuis près de 40 ans un fournisseur de solutions pour l'industrie du voyage et du tourisme en général. On manipule de la donnée depuis très longtemps. On est un peu les précurseurs du cloud parce qu'on proposait à nos clients d'héberger toute leur data dans notre data center en Allemagne. Et il y a quelques années, on a décidé de passer dans le cloud public. D'accord, à travers un partenariat stratégique qu'on a avec Microsoft. Et donc, nos données sont maintenant opérées dans Azure. Et on s'est dit, on va profiter de ce mouvement pour, dans Azure, casser les silos, remettre les datas au bon endroit, en les documentant, en appelant un chat de la même manière à travers tous nos verticaux, que ce soit pour les compagnies aériennes, que ce soit pour les hôteliers, que ce soit pour les agences de voyage, et en harmonisant ça. Mais je veux dire, la bataille, elle est permanente. Parce que demain, un de nos partenaires, une start-up qui a connu un certain succès, va nous dire « Ah bah tiens, moi j'arrive avec mes datas ». Donc on essaye de pousser en parallèle ce qu'on appelle une gouvernance, c'est-à-dire une manière de procéder pour que tous les acteurs de l'écosystème qui gravitent autour de nous et dont on permet les solutions adoptent le même langage, des modèles un peu standardisés de comment je décris un voyageur, quelles sont les informations que je garde sur lui, qui relèvent par exemple des PII, des données personnelles, mais qui du coup on va garder que pour les usages auxquels il aura consenti. Quelles sont les données qui relèvent, qui sont complètement anonymes et qui par contre vont nous permettre de dégager des tendances qui vont nous permettre de mieux comprendre et de mieux répondre aux attentes globales des voyageurs, qui vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des clusters aussi, des groupes en disant bah, ça c'est un voyageur d'affaires qui attend plutôt ça c'est un voyageur loisir qui attend plutôt ça, etc. Donc c'est une quête permanente à laquelle on dédie énormément de ressources et d'investissements. Ça marche. Donc, on a parlé donc de mettre la data à disposition de tout le monde dans le cloud, d'éviter les silos, de la décrire, donc de la documenter d'une certaine façon pour qu'on puisse bien l'interpréter. Hugues, il y a plein de questions autour de la data qu'il faut qu'on traite, c'est ça, les projets data. À quoi tu penses comme question vraiment importante, peut-être pour commencer le débat? Ouais, c'est clair, ça implique plein de questions classiques de qui, quoi, comment, quand, etc. Peut-être on peut commencer avec le comment. Juste avant une chose, parce que tu viens de faire un petit résumé, un petit raccourci un peu rapide. C'est pas du tout parce que la data est dans le cloud qu'elle est ouverte et accessible à tout le monde. Ah, On est d'accord. on est d'accord. Voilà. On est d'accord. C'est pas parce qu'on a
peint les spaghettis de la même couleur que c'est pas un sac de nœuds, les mettre quelque surtout part. que c'est pas du tout accessible à tout le monde et au contraire, le cloud nous permet de mettre en place une cybersécurité et des mécanismes de protection, de gérer très précisément quel data est accessible à quel acteur, dans quel cadre, quel voyageur a donné son consentement pour que cette partie de son information soit utilisée de telle manière et ainsi de suite. Tu as raison d'insister sur l'aspect sécurité. Moi, c'était plutôt le fait de les mettre au même endroit. Ah oui, ça oui. Mais ça, peut-être qu'il reste des silos. Mais c'est mieux géré, c'est ça que je veux dire. C'est la facilité d'accès est assortie de règles très claires de accéder pour faire quoi. Il faut montrer patte blanche, il faut s'être enregistré auprès de celui qui met cette donnée à disposition et il faut faire partie de son écosystème. Oui, complètement. Ouais, complètement. Toutes les briques que tu sais, ça fait partie des briques qu'on a là, de confidentialité, de centralisation des données, etc. Je pense qu'il y a plein d'autres briques. Et ça fait beaucoup d'un coup à prendre en compte. Donc je reviens sur ma question du comment. Vous, que ce soit chez Air France ou chez Amadeus, de quelle manière vous avez procédé? Tu le disais, Emmanuel, ça date pas d'hier, la data chez Air France. Est-ce que c'est plus une approche itérative et c'est un peu la politique des petits pas? Ou est-ce que ça nécessite des grands programmes de transformation très globaux à l'échelle du groupe? Comment vous avez pensé ces projets au sein d'Air France? Alors je dirais que c'est quand même un mélange des deux, c'est-à-dire qu'on est plutôt sur une approche itérative et on est passé par 4 grandes phases sur cet outil de client Vision 360, je vais y revenir, mais c'est quand même des approches itératives qui nécessitent de s'organiser avec des projets de manière conséquente parce que c'est des investissements qui sont importants. Mais effectivement, une approche itérative qui permet aussi de mesurer la valeur, de se rassurer sur l'orientation qu'on prend, est plutôt une approche qu'on favorise chez Air France KLM. On a 4 grandes phases sur la vision 360 clients par laquelle on est passé. La première, c'est l'identification du client, la reconnaissance. Si vous voulez pouvoir centraliser et collecter les données autour du client, il faut être capable de le reconnaître. Alors, il y a plusieurs moyens pour faire ça. Le premier, c'est évidemment le numéro Flying Blue de fidélisation, qui est un identifiant unique qui permet de reconnaître le client tout. Non, c'est bon. Mais il y en a d'autres, puisque tous les clients n'entrent pas dès le début de leur réservation leur numéro Flying Blue et tous ne sont pas encore membres du programme Flying Blue. En réconciliant des données de contact, d'email, de numéro de téléphone associés à des noms, des prénoms, on arrive à reconnaître les clients et pouvoir centrer l'information autour de ce client. Aujourd'hui, on a beaucoup progressé. On reconnaît au moins un passager dans 3 réservations sur 4. Donc, ce qui nous permet effectivement de faciliter la deuxième phase qui est justement la collecte de la vision 360. Donc une fois que vous savez reconnaître le client, en s'appuyant sur des technologies Big Data, on a créé une grande base de données dans laquelle on va réconcilier toutes les données d'événements qui se passent au long du parcours client, que ce soit avant le vol, pendant le voyage ou après le voyage. Typiquement, le client s'est connecté sur son espace web, il a fait une réservation, il a choisi son siège, arrivé à l'aéroport, il a eu un vol retardé, il est arrivé à l'heure à destination, son bagage était manquant, il a appelé le service client. Au total, c'est plus de 130 types d'événements qu'on collecte tout au long du parcours client. Il faut avoir une idée que sur le volume de passagers que fait Air France KLM, c'est près de 20 millions d'événements chaque jour qui viennent enrichir la vision client 360. Donc ça, c'est vraiment la deuxième étape. Première étape, reconnaissance. Deuxième étape, vision client 360. La troisième étape, c'est la mise à disposition de ces données. Vous pouvez collecter les meilleures données du monde. Si vous ne les utilisez pas, vous ne créez aucune valeur et vous ne résolvez aucun problème. Donc là, on a effectivement travaillé à faire circuler cette information, interconnecter cette vision 360 comme source de référence unique pour tous les acteurs de l'entreprise, que ce soit les outils digitaux où le client accède lui-même à sa donnée, que ce soit à distance avec les centres de service client ou bien lors des interactions en face à face dans les aéroports ou à bord de nos avions.
Donc ça c'est la troisième étape, réussir à faire circuler cette information. Et la dernière, c'est la nouveauté qu'on a lancée il y a à peu près 18 mois, un Customer Journey Manager qui, en se basant sur cette vision client 360, est capable finalement d'aller orchestrer, personnaliser les prochaines étapes du client. Donc on passe de la phase de réaction à la phase de proactivité, de prescription. Et on a aujourd'hui une vingtaine de cas d'utilisation qui sont live, qui permettent finalement de prévenir les différents points de douleur que vous décriviez tout à l'heure. Par exemple, lorsqu'un client se connecte sur son site internet, aller lui notifier que les documents de voyage pour son vol de la semaine prochaine ne sont pas chargés, ce qui va prévenir finalement du stress et de la lourdeur en aéroport. Le notifier du fait que sur le vol de ce soir, malheureusement parce qu'on a un souci opérationnel, le Wi-Fi sera inopérant, ce qui va lui permettre d'anticiper, de télécharger ses documents de travail ou la presse. Donc voilà, il y a encore plein d'exemples comme ça, la sélection de son repas pour son prochain voyage en business qui va nous permettre de nous assurer qu'on sera bien en mesure de lui délivrer son souhait et qui plus est nous permet aussi d'éviter le gâchis dans le cadre d'une politique de développement durable. Voilà, toute cette data finalement qui est utilisée grâce à ce Customer Journey Manager pour personnaliser, adapter et proposer des solutions qui correspondent aux attentes de nos clients et aux différents segments de clientèle finalement. Alors, à t'entendre, et tu vas me dire si la synthèse est correcte, hein, on a l'impression que vous avez travaillé par des briques, hein, donc cette vision 360, etc. Et puis finalement, vous avez plein de petits points, plein d'améliorations de la user journey de façon générale. Hein. Tu parlais des 130 événements, hein, types d'événements. J'ai l'impression que c'est ça que vous avez fait, hein, donc cet aspect-là. Alors, Nicolas, est-ce que Amadeus a une approche de telle nature, incrémentale Alors nous, on a une approche incrémentale tout à fait, à double titre. C'est qu'on utilise la data nous-mêmes pour améliorer les solutions qu'on vend à nos clients, qu'on leur propose pour qu'eux-mêmes améliorent les services qu'ils proposent aux voyageurs. Et incrémental aussi parce que on gère plein de segments de clients. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'un fournisseur de solutions pour les compagnies aériennes, mais aussi pour les hôteliers, aussi pour les agences de voyage, aussi pour les destinations. Enfin bref, la liste est longue. Et du coup, on accumule ou on assemble les différents cas d'usage de ces différents acteurs de l'industrie du voyage qui se succèdent les uns les autres pour reconstituer un parcours client, comme l'a dit Emmanuel, mais encore plus large parce qu'on a des points des touch points, des points de rencontre qui vont au-delà de l'expérience qu'un voyageur peut vivre à travers une compagnie aérienne et un aéroport. Ça marche. Alors, Hugues, je ne sais pas s'il y a d'autres questions fondamentales. Hein. On est sur le comment, hein, donc cette approche incrémentale. Est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels tu devrais attirer notre attention ? Ouais, on a parlé du comment et je crois qu'effectivement, comme tu disais, il y a plein de briques, 130 éléments à récupérer aussi. Vous, par exemple, chez Air France, et après, Nicolas, je te poserai la question aussi, mais avec qui vous faites ça, en fait ? Est-ce que vous gérez tout vous-même en ressources en interne ? Est-ce que c'est des partenaires ? Si c'est des partenaires, comment vous gérez la myriade potentielle de partenaires qu'il pourrait y avoir ? Et à l'inverse, toi, Nicolas, c'est quoi l'avantage de travailler avec une plateforme centralisée comme Amadeus ? Peut-être je vais laisser Emmanuel d'abord réagir. Oui, alors, c'est donc cette vision client 360, c'est un voyage qu'on a commencé en 2016. Donc, mine de rien, ça fera pas loin de 10 ans maintenant. Et effectivement, c'était vraiment cette approche itérative où on n'a pas eu 130 événements dès le premier jour. Hein. Pour vous donner une idée, on était à 110 à peu près au début de l'année. Donc, c'est encore quelque chose qui s'enrichit chaque jour. Et donc, en 2016, je le disais, les solutions qui existaient, qui permettaient de répondre à ces défis, étaient quand même un peu limitées sur le marché. Donc on a fait le choix, pour plusieurs raisons, de effectivement développer ces solutions en interne. Une des raisons, c'est tout d'abord, on parlait de confidentialité de données, on souhaite garder la main sur nos données clients. Finalement, ce ne sont pas nos données, ce sont les données du client. Et il est important pour nous de effectivement s'assurer que ces données restent en interne.
pas trop de solutions, je le disais non plus. Et puis peut-être un dernier point qui nous a conforté dans cette idée-là. Je parlais, un enjeu important, c'est l'interopérabilité, l'intégration de cette vision client 360 dans notre écosystème. Notre écosystème, il est très riche, il est très morcelé, il est très diversifié. Vous avez des applications informatiques qui ont dizaines ou une vingtaine d'années, qui côtoient des applications très modernes. Voilà, on prépare chaque jour 110 000 fiches clients pour les iPads de nos personnels navigants à bord des clients. Tous ces différents flux de connexion nous ont semblé plus faciles à intégrer dans notre propre environnement, avec nos propres outils, avec notre propre équipe informatique, que de passer par une solution tiers. Mais pardon, j'ajoute, excuse-moi. C'est une question qu'on se repose régulièrement quand même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le marché a énormément évolué, il y a des nouvelles solutions, des nouveaux acteurs tous les jours, et donc voilà, on est toujours à l'écoute aussi de ce qui peut se passer, en se demandant à quel moment finalement ça reste un avantage compétitif, concurrentiel, et à quel moment finalement les acteurs spécialisés font aussi bien, si ce n'est mieux que nous, et qu'on... Oui, je disais à quel moment il faille envisager ces solutions-là. Alors, concernant Amadeus, la problématique est la même, avec peut-être une complexité additionnelle qui est les différents typologies d'acteurs du voyage qui sont équipés par nos solutions, et la encore plus grande quantité de partenaires. Parce qu'il y a énormément de partenaires. Vous imaginez l'écosystème que vient de décrire Emmanuel pour une compagnie aérienne. Bon, nous, on gère des centaines de compagnies aériennes, des centaines de groupes hôteliers, des milliers d'aéroports. Enfin, je veux dire, tout ce truc-là est démultiplié à encore plus grande échelle. Et on a, à travers la plateforme dont j'ai parlé, qu'on appelle la Creation Platform chez nous, adossée à notre infrastructure cloud de maintenant, nous permet de garder cette interopérabilité de nos data à un grain potentiellement moins fin que celui que vient de décrire Emmanuel, car il est contrôleur de la data, d'accord ? La data est celle de ses clients, tandis que nous sommes les processeurs de la data pour le compte des clients qui en sont les contrôleurs. Donc nous, on a cette double complexité à gérer, les datas dont nous sommes les contrôleurs nous-mêmes et les datas pour lesquelles nous sommes le processeur pour le compte d'un contrôleur. Donc je ne sais pas parmi vous si vous avez des questions après sur vos stratégies de projet data, s'il faut s'associer avec des partenaires, le faire en propre. N'hésitez pas, il y aura un moment sur ce questionnement. On est vraiment là pour partager nos retours d'expérience, ce qu'on vit sur le terrain, peut-être vous mettre en exergue des difficultés, des problématiques spécifiques. Donc le qui, pour moi, est une question extrêmement importante sur les projets data. Tu en as d'autres, je crois. Oui, j'ai plein de questions, mais on a évoqué le comment, on a évoqué le qui. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de comprendre un peu aujourd'hui, vous jugeriez que vous vous situez où en termes de maturité dans ces projets. Et puis, je ne sais pas si... Je pense quand même, vous pouvez déjà avoir un retour dessus, j'imagine, et voir un peu c'est quoi vos axes d'amélioration que vous évoqueriez et comment vous voyez un peu le futur. Voilà. Où est-ce que vous vous situez ? Qu'est-ce que vous feriez de mieux et qu'est-ce que vous envisagez pour demain ? Alors, c'est quelque chose, comme je le disais, on a commencé il y a un certain nombre d'années, on a eu des approches itératives. Le chemin à parcourir est encore long pour pouvoir aller jusqu'à la personnalisation ou l'hyper-personnalisation des services et des offres qu'on va pouvoir proposer aux clients. Après, je pense que voilà, on a déjà les briques qui sont là, les fondamentaux. On a collecté la data, centralisé la data autour du client. On a mis les différentes fonctionnalités pour pouvoir activer ces données. Je pense que là où on peut progresser, et ça rejoint ta question, c'est aussi sur se conforter sur la mesure de la valeur. Aujourd'hui, on a encore beaucoup de projets où finalement on se lance en pensant que ça va répondre à un problème, qu'on a voulu solutionner le problème de marque qui nous a été remonté par nos services. Il faut qu'on arrive aussi à un moment capable de mesurer comment l'utilisation de cette donnée
crée de la valeur et répond à l'amélioration de la satisfaction du client, de son réachat voilà. Donc je pense que là-dessus, on a encore un peu de travail à faire. C'est des choses qui ne sont pas faciles puisque finalement la data, c'est un enabler, c'est un facilitateur. Et aujourd'hui, on a encore parfois de l'incertitude sur la valeur exacte que ça va pouvoir apporter. Et il faut qu'on se renforce là-dessus. Je ne sais pas si tu partages ce point de vue, Nicolas. Absolument. Dans mon cas, puisque mon business, c'est vraiment la data et les analytics, c'est-à-dire l'apprentissage l'amélioration de la connaissance client qu'on va pouvoir avoir grâce à la data, j'ai l'impression que moi, je mesure en permanence la valeur, puisque mes clients me disent « ta solution nous a permis de répondre à ces questions, de mieux comprendre, etc. » En revanche, pour répondre à votre question de où on en est dans le voyage, je suis incapable d'y répondre parce que précisément, à chaque fois qu'on apporte un éclairage, qu'on comprend quelque chose de mieux, ça déclenche de nouvelles questions. Donc c'est super pour mon business. Et je dirais, on a les briques, on se rend compte qu'un petit incrément de connaissances, de stockage de données qui nécessite un petit incrément d'effort peut générer un beaucoup plus gros step en termes de valeur ajoutée. Après, juste pour revenir sur ce qu'Emmanuel disait, on a parmi les investissements ou les efforts qui ont dû être faits, il y a aussi tout un pan qu'il ne faut pas négliger, c'est une nouvelle approche de la data. On a dû responsabiliser et professionnaliser des gens en interne. D'accord ? Il y a des gens qui ont un rôle, par exemple, de data steward, qui vont travailler à l'amélioration de la qualité. Il y a des processus opérationnels où ce n'est pas forcément grave d'avoir un petit couac dans la qualité. C'est-à-dire que si on ne sait pas si vous êtes monsieur ou madame, ça ne va pas vous empêcher d'avoir votre carte d'accès à bord et puis de monter dans un avion. En revanche, quand on fait des analyses, des analytiques, si on n'a jamais l'information du genre des voyageurs, etc., c'est vrai qu'après, c'est plus dur de personnaliser des offres, de faire des bons ciblages, etc., parce qu'on est à côté de la plaque. Donc, il y a tout un effort de discipline à faire sur la professionnalisation des rôles qui tournent autour de la data. Et ça, je crois que c'est important de se dire, il y a des acteurs qui ont fait cet exercice-là, faisons appel à eux parce qu'ils savent faire. Très bien, donc on voit qu'il y a une évolution des expertises également. Alors Emmanuel, peut-être que tu peux nous dire, est-ce que il faut des scientifiques, des data scientists ou des gens plutôt créatifs qui vont faire de la création de nouvelles expériences Je crois qu'il faut les deux, surtout il faut que chacun soit à sa place. Il y a des personnes dont le rôle est d'imaginer, de designer des parcours clients, des améliorations. Il y a aussi des gens opérationnels qui au quotidien rencontrent les difficultés, échangent avec les voyageurs et ont des retours. Et puis après, il faut effectivement développer et professionnaliser les différents rôles autour de la data, que ce soit ceux qui vont produire la data, ceux qu'on appelle des data engineers, ceux qui vont l'exploiter, des data analystes, des data scientists. Et puis, Nicolas parlait de data steward. Effectivement, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer le rôle du data management de travailler sur documenter les données, définir où elles se trouvent dans les univers de données, mesurer leur qualité. Voilà, c'est des choses qui sont indispensables si vous pouvez pouvoir produire des analyses et comprendre les comportements clients correctement. D'accord. Donc il faut des bilingues, des gens qui parlent la data et puis des gens qui parlent les métiers et la user experience. Très bien. Est-ce que dans la trajectoire de vos projets data, il y a eu des moments clés, des moments où vous vous êtes dit waouh, on a passé un stade, alors peut-être que c'était votre premier proto, c'était quoi les moments clés de cette évolution des projets data? Ouais. Je pense que comme dans tout projet et dans tout projet data ou un système d'information, quand vous avez vos premières livraisons, que vous commencez à voir effectivement la première timeline client avec tous les différents événements qui s'est passé tout au long de son parcours, et puis les premières utilisations, les premières fiches clients qui vont être mises à disposition d'un agent en centre de service client, les premiers retours, c'est effectivement les gros moments qui permettent de conforter finalement que vous allez dans la bonne direction, que vous
avez choisi les bons investissements et les bons cas d'utilisation. Je le disais, on a encore du mal à anticiper de manière très claire la valeur que ça va créer. Donc c'est toujours le petit moment de doute qu'on peut avoir au moment où on se lance, et quand on voit l'utilisation, la satisfaction. Aujourd'hui, on a un taux de satisfaction, un NPS en centre de service client qui est de 80, plutôt qui est plutôt bon, donc à 80. La data et la personnalisation et la capacité de nos agents à être informés du contexte du client et de la situation dans laquelle il se trouve au moment où il interagit est clairement un élément qui fait la différence. De mon côté, pour répondre à cette question, je dirais, moi, ma plus grande satisfaction, mes éléments marquants, c'est quand des acteurs qui ne sont pas de l'industrie du voyage viennent me voir en disant « Tiens, j'ai l'impression que les datas que vous avez préparées, aménagées, rendues intelligibles, peuvent contribuer à un use case que j'ai dans une industrie différente. » Et ça, c'est par exemple ici, on a beaucoup de destinations. On vient de sortir une solution qui s'appelle Navigator 360 pour les destinations, qui disent « Ah mais alors Amadeus, vous avez des données sur l'activité aérienne, vous avez des données sur l'activité hôtelière. Est-ce que vous pouvez pas nous aider à mieux comprendre comment les voyageurs qui atterrissent à un endroit donné ensuite se répartissent, quelles sont les attractions qu'ils visitent, quel est le sentiment qu'ils ont sur qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. » Et donc nous-mêmes, on dit à des partenaires, est-ce que vous-même, vous n'avez pas de la donnée qui pourrait enrichir encore de manière encore plus fine les données qu'on a nous-mêmes, et tout ça crée une espèce d'émulsion qui contribue à l'amélioration permanente de l'offre de services que les destinations peuvent proposer, elles-mêmes qui s'efforcent de fédérer les différents fournisseurs qui constituent l'offre de la destination. J'ai l'impression qu'il faut penser en écosystème là. Oui, C'est, exactement. et très bien. Je me tourne vers le public. Peut-être que vous avez quelques petites questions que vous souhaiterez nous poser. Je ne sais pas. Sur, en fait, en pratique, tous ces projets data. Oui. Bonjour, Amal Benali, merci pour votre témoignage. Ma question s'adresse plus peut-être à Amadeus, mais aussi également à Air France, sur la partie prédictive. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui et quelles sont les sources de données qui peuvent être intéressantes justement sur ce sujet? Merci. Alors, prédiction de quoi? Vous avez quelque chose en tête en particulier? De l'activité et des flux touristiques. Ah oui, alors ça, c'est au cœur de nos préoccupations. Vous savez que les compagnies aériennes en particulier publient en avance leur programme pour une année devant nous. Et c'est, comme je le disais, c'est au cœur des préoccupations des destinations de s'assurer que, par exemple, l'offre hôtelière va être en adéquation avec l'augmentation ou la diminution de la capacité. C'est une recherche permanente de faire matcher l'offre avec la demande. On est dans une industrie où on observe qu'il y a une demande qui n'est pas contrainte. J'ai envie de dire, les voyageurs, ils se disent, tiens, je vais faire une recherche pour aller à cet endroit-là. Ils n'ont pas d'idée forcément préconçue de qui offre quoi, quelles sont les compagnies qui desservent, quelle est l'étendue de l'offre hôtelière. Et ils reçoivent en retour une offre qui est contrainte. D'accord ? Il y a un certain nombre de sièges dans un avion, il y a un certain nombre d'hôtels dans une ville, il y a un certain nombre de chambres dans cet hôtel. Et du coup, le résultat est que les prix vont être plus élevés ou moins élevés. Et on s'efforce de prédire tout ça pour justement... je parlais des destinations parce que c'est le cœur de ma préoccupation en ce moment, c'est s'assurer on sera bien en mesure de répondre à la demande, et tout en gérant des préoccupations de protection de l'environnement, d'éviter le surtourisme. Enfin, tout ça, c'est au cœur des préoccupations, des questions que nous demandent nos clients. Absolument. Une dernière question? Bonjour, merci pour cette conférence. Je voulais savoir, en termes de budget, ça n'existe pas de faire de la data avec un budget plus réduit. Vous n'avez pas de solution, d'outils à proposer quand on ne veut pas investir, par exemple, des millions? Alors, par exemple, Emmanuel disait, il y a quelque chose qui a changé avec le big data et le cloud, c'est que c'est pas forcément cher de faire de la data. Avant, il fallait des gros serveurs, il fallait avoir la place pour les stocker, il fallait les équipes pour les... C'est plus le cas maintenant. On peut lancer des petits projets data
qui vont apporter une très grande valeur, un très gros retour sur investissement avec un investissement qui est petit. Là, on parle de, effectivement, vous nous avez fait parler de programmes à grande échelle, mais ce n'est pas forcément le cas. Dans mon cas particulier, mon offre de data et d'analytique, je me suis efforcé justement de créer une offre d'appel, d'accord, qui est pas chère par rapport à la profondeur de la granularité qu'on peut proposer à des gens qui ensuite vont vouloir creuser la data. Et là, forcément, c'est plus cher parce qu'on doit mettre en œuvre des grosses bases de données, des gros volumes. Mais on s'efforce justement de permettre à tout le monde d'avoir ces prévisions, cette sensation de comment le marché est en train de s'orienter sur différents sujets, sur qui sont les visiteurs, qui sont les voyageurs, comment ils sont constitués en termes de sociodémographique, etc. Et venez nous voir, je suis désolé, je vends ma soupe, mais venez nous voir parce que tout n'est pas forcément très cher. On a des offres d'appel pour faire un premier pas dans la data et les analytiques. Donc tu constates une démocratisation. Alors peut-être... Je dirais même plus qu'une démocratisation, une addiction. Enfin, je trouve que, et c'est ça la beauté de ce sujet de la data, c'est que, je disais, dès qu'on comprend quelque chose, ça génère de nouvelles questions et on a envie de comprendre plus. Et c'est pour ça qu'on est obligé de rentrer dans une granularité de plus en plus fine. Mais déjà comprendre la manière dont ça marche ou pourquoi ça ne marche pas aussi bien qu'on l'espérait, c'est déjà un premier truc. Et puis il y a une espèce d'addiction. Oui. Je ne sais pas si c'est une... donc addiction, peut-être fonctionnement en écosystème, on ne sait plus qui est client ou fournisseur. Hein, finalement, on est les deux. On travaille tous ensemble. Emmanuel, comment tu vois le futur ? Alors, je pense que le futur, ça passe aussi, là, c'est encore une fois, je décrivais tout à l'heure, chaque étape technologique qui nous a permis de faire un bond. Le futur, il y a cet aspect démocratisation de la data qui va jouer un rôle. Je pense qu'un point important dans le futur, c'est le rôle que va jouer l'IA générative. Parce que finalement avoir des données, là ce qu'on a décrit, on les utilise avec un certain axe d'analyse, mais l'IA générative va permettre aussi de démultiplier les façons d'utiliser ces données-là. Alors c'est pas que le futur non plus, hein, c'est déjà un peu le présent. Vous présentiez tout à l'heure Marc qui faisait des retours clients et qui aurait souhaité que ces retours clients soient gérés à un niveau individuel. C'est quelque chose qu'on commence à faire. Jusque-là, les retours clients chez Air France et KLM, on les utilisait de manière statistique macro, essayer de comprendre ce qui plaisait dans nos produits ou ce qui plaisait moins. Maintenant, on a des moteurs de classification qui vont être capables, sur la base de la Generative AI, de finalement classifier le retour client, sur quelle thématique ça porte, est-ce que le client est plutôt satisfait ou insatisfait, est-ce qu'il attend une action, et donc ça va nous permettre, avec tous ces outils-là, de mieux comprendre finalement les attentes individuelles des clients et de pouvoir apporter des solutions encore plus personnalisées que ce qu'on est capable de faire avec ce que j'ai présenté dans le Customer Journey Manager. Et peut-être... Or, tu disais même déclencher des actions, c'est ça, hein, c'est pas que pour comprendre, on Exactement. va agir. Exactement. Ouais. Déclencher des actions, on le fait déjà avec le Customer Journey Manager, mais on va aller sur des actions qui seront encore plus personnalisées, plus pertinentes et qui répondront à vraiment des besoins individuels. Là où aujourd'hui, on a encore plutôt des actions qui sont organisées par segment de clientèle, finalement. Et cette Generative AI pourra aider aussi énormément dans les interactions que vont pouvoir avoir nos agents avec les clients. Voilà, quand vous êtes en centre d'appel, si vous avez une Generative AI qui est capable de vous résumer de manière très claire en quelques lignes tout le contexte d'un client, ça vous permet, avant même de décrocher, de savoir de quoi il en retourne et d'être tout de suite dans la proposition de solution et de réponse. On a aussi par exemple un outil qu'on a développé en interne qui s'appelle Fox, qui est utilisé et installé sur toutes les tablettes iPad des personnels aéroportuaires. Et si vous les arrivez et que vous leur posez une question sur est-ce que je peux emmener la batterie de ma trottinette à bord, ou quelle réglementation à destination. Finalement, avant, c'était des centaines de documents PDF dans lesquels la personne devait aller chercher l'information. Aujourd'hui, il pose la question à ce chatbot Fox. Vous allez avoir l'information en quelques secondes et il sera même capable de la traduire dans la langue du client. Donc, on a vraiment, je pense, un nouveau step qui arrive et on n'en est qu'au début et je pense que ça sera le moyen d'accélérer encore plus l'utilisation de la donnée au service finalement de la relation client et d'une relation client attentionnée.
D'accord, donc c'est pas que la data pour les clients, c'est aussi pour les employés, c'est dans un écosystème avec les partenaires et tout le monde. Très Tout à bien. Merci pour cette perspective. J'espère que ces éléments ont répondu à vos attentes. Je crois que nous arrivons au terme de cette table ronde. Grand merci pour votre intervention. J'espère qu'on a Merci. été sincères dans nos explications. Voilà. Et puis, si vous voulez discuter avec nous, n'hésitez pas. Nous sommes encore là pour quelques temps encore. Merci. Merci à tous.